Il est 8h01. Et votre matinale à l'info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec vous, David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Serions-nous face aux prémices d'une reculade? L'Elysée a fait savoir hier soir qu'Emmanuel Macron s'exprimerait mardi prochain pour annoncer de nouvelles mesures et le début de négociations. Le président est-il en train de céder face aux gilets jaunes? Nous ferons le point dès le début de ce journal. Sur le terrain, même si la mobilisation s'est essoufflée ces dernières 48 heures, les barrages ont un impact néfaste sur l'économie. De nombreuses entreprises souffrent de problèmes d'approvisionnement. Et puis, la France va-t-elle conquérir son 11e titre en Coupe Davis? Les tennismen français affrontent la Croatie à Villeneuve-d'Ascq. Les 2 premiers simples seront à suivre en fil rouge sur Europe 1 dès 14h. Europe 1. Un nouveau cap pour la transition écologique, des mesures supplémentaires, des négociations délocalisées sur tout le territoire. Voilà ce qu'évoque soudain l'entourage du président de la République. L'Elysée annonce un discours d'Emmanuel Macron mardi prochain. On a le sentiment, Jean-Rémy Baudot, que le chef de l'État s'apprête à adoucir sa position. Oui, David, Emmanuel Macron veut rendre la transition écologique acceptable et démocratique, selon les propres mots de l'Elysée. Clairement, le chef de l'État veut tendre la main aux gilets jaunes, à leurs inquiétudes. Il n'est plus seulement question pour le président de dire qu'il entend leur colère, mais il devrait concrètement faire un pas dans leur direction. L'entourage d'Emmanuel Macron refuse de donner plus de détails, mais ce dernier devrait dévoiler de nouvelles mesures d'aide, l'ouverture de négociations, y compris éventuellement sur les fameuses taxes écologiques. Cette transition, elle se fera avec les citoyens. Il y aura de l'argent, des débats, une méthode, promet l'Elysée. On est donc très loin de la posture inflexible de ces derniers jours. Alors jusqu'où ira le président? Un de ses proches conseillers explique qu'il sera question de la place des énergies fossiles, de pouvoir d'achat, de climat, de santé, de souveraineté. Mais faut-il attendre de nouvelles mesures d'accompagnement ou un réel changement sur la fiscalité ? Mardi, clairement, c'est l'image de réformateur d'Emmanuel Macron qui est en jeu. C'est sûr. Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. N'en doutez pas, si la trajectoire de la taxe carbone devait être modifiée, les adversaires d'Emmanuel Macron n'hésiteront pas à parler de reculade en race campagne. J'ajoute cette information qui nous est transmise à l'instant par Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. 3 gilets jaunes ont été interpellés cette nuit par les gendarmes dans le nord de Toulouse. Ils venaient d'incendier 3 radars automatiques. Ils ont été placés en garde à vue. Sur les réseaux sociaux, le mouvement des Gilets jaunes a relayé des appels à commettre ce genre de dégradation. Nous vous rappelons qu'elles sont passibles de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Alors justement, David, la grande manifestation prévue demain à Paris génère l'inquiétude des autorités. Oui, le ministère de l'Intérieur a décidé d'autoriser un rassemblement sur le Champ de Mars, mais certains protestataires refusent. Ils tiennent à bloquer le quartier des Champs-Élysées. Les forces de l'ordre seront donc présentes en nombre pour essayer de les en empêcher. La préfecture de police de Paris anticipe la venue de 30 000 manifestants et craignent la présence de militants d'extrême gauche et d'extrême droite déterminés à en découdre. Cela fait maintenant 1 semaine que dure le conflit avec des conséquences très concrètes sur l'économie. Oui, des problèmes d'approvisionnement notamment dans certaines entreprises. Par exemple, dans la région d'Avignon, les barrages n'ont pas cessé depuis 7 jours. Les conséquences sur l'économie locale commencent à être préoccupantes, en particulier pour les denrées périssables. Reportage Nathalie Chevance. Dans certains supermarchés, les livraisons arrivent au compte-gouttes. Rayon clairsemé, notamment pour les fruits et légumes. Et pour cause, Julien Pérez, agriculteur, se retrouve avec toute sa production de tomates, salade et épinards sur les bras, 30% de pertes. Pour moi, c'est catastrophique. Je me retrouve avec l'activité complètement à l'arrêt. Je suis obligé de jeter toutes mes tomates. J'ai arraché les plants. Moi, je me retrouve complètement planté en fin de saison, là où je dois vendre toute ma production. J'ai des clients qui veulent avoir mes produits et j'arrive pas à leur mener à destination. Des barrages, tout. Les camions ils restent bloqués. Ça pourrit sur place. Il ne faut pas me tirer une balle dans le pied. La colère gronde. Moins de livraison, report de commandes. Confirmation avec Jérémy Betchou, directeur du mine de Château-Renard, qui alimente toute la région, notamment pour les salades. Tout est bloqué. La production, le négoce, la logistique, la distribution. Normalement, il doit se faire 1,5 million, 2 millions de têtes de salade par jour à l'approche de la fin de l'année. Et là, vous êtes à 300 000 têtes. Donc derrière, c'est toute la filière qui est bloquée et ça a un impact. Tout le monde est dans l'expectative de ce qui va se passer ce week-end. Les camions vont-ils de nouveau circuler? Pour certains agriculteurs, les pertes se chiffrent à 30 000 € par jour. Château-Renard, Nathalie Chevance, Europe 1. Et les conséquences politiques de ce mouvement des Gilets jaunes ne
concerne pas que la majorité, David. Oui, on assiste de fait depuis une semaine à un combat commun mené par la France Insoumise et le Rassemblement National. Les deux partis affichent exactement le même soutien sans faille à ce mouvement. Jean-Luc Mélenchon était hier soir en meeting en Lorraine. Et dans l'assistance, l'idée d'une convergence des extrêmes contre Macron n'est plus tabou. Écoutez bien ce reportage signé Arthur Mbaché. D'après nous, 25 minutes, pas moins, pour dire son amour aux gilets jaunes. je vous parle alors que je vois dans la salle des gens qui ont mis un gilet jaune et je les remercie d'être là. Jean-Luc Mélenchon compare le mouvement à la Révolution française. C'est dire s'il a décidé d'en dire du bien. La surtaxe sur les carburants est purement et simplement une manière de détrousser les gens. Elle est absolument injuste. Le pouvoir doit céder. L'ode aux gilets jaunes par le chef insoumis finit par provoquer la gêne de Gérard, militant retraité, qui veut garder ses distances, lui, avec le mouvement actuel. Le fait que le Front National est un peu en embuscade derrière ça, c'est un peu dangereux. Moi, j'ai entendu des conversations de gens qui étaient dans les barrages, c'était sectaire et tout, ça me fait froid dans le dos, quoi. Sylvie, elle, est une gilet jaune insoumise qui vit sur les barricades, dit-elle, des choses nouvelles. J'aurais jamais cru pouvoir copiner avec quelqu'un qui vote Le Pen, jamais. Mais ça arrive. Je prends pas du plaisir à parler avec des Le Penistes, hein. Mais tu arrives comme ça à l'oublier, quoi. Quand Macron se sera barré, dit Sylvie, les Le Penistes et moi, on redeviendra ennemis politiques. Pont-à-Mousson, Arthur Mbaché, Europe 1. À 8h15, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara sera Agnès Buzyn, ministre de la Santé. On verra ce qu'elle a peut-être à dire sur les déclarations de Nicolas Hulot. Hier soir sur France 2, il a considéré que la crise des gilets jaunes était évitable si seulement le gouvernement avait entendu ses suggestions à l'époque où il était ministre. Il a raconté qu'il s'était battu pour un accompagnement social digne de ce nom. Je n'ai pas été entendu, a-t-il ajouté. On m'a opposé des raisons budgétaires. La suite du journal avec David Doucan et le procès en appel du logeur de Daesh. Oui, on se souvient tous de ce personnage plus bouffon que cerveau terroriste. Et d'ailleurs, les juges se focalisent davantage sur un autre personnage qui comparaît lui aussi. Il s'appelle Youssef Haït Boulassen. C'est le cousin d'Abdelhamid Abaoud, l'organisateur des attentats du 13 novembre. Et il est poursuivi pour non-dénonciation de crimes terroristes. Son audition hier devant la cour a permis de percevoir un profil intelligent et calculateur, récit signé Salomé Legrand. Il a réponse à tout, tellement qu'il coupe sans cesse le président. Non, Youssef Haït Boulassen l'assure, il n'a jamais cru sa sœur quand elle disait que le cousin Abaoud était en France et qu'il avait besoin d'aide. De toute façon, alors qu'elle s'active pour trouver un logement au coordinateur des attentats, lui a coupé tout contact avec elle dès le 15 novembre au soir. Il le jure, même à la barre, sur, je cite, « ce qu'il a de plus cher ». Allah, le très miséricordieux. Oui, il avait 2 téléphones, mais l'un servait à appeler sa famille au Maroc. Oui, il a détruit la carte SIM avant de se rendre au commissariat, par peur, dit-il. Et les contenus de propagande terroriste retrouvés dans ses affaires? Le jeune ambulancier répète en boucle « Je suis quelqu'un de très curieux, c'était pour me renseigner ». La cour lui reproche d'avoir écouté un chant religieux très violent. Il réplique en citant la Marseillaise, puis Michel Onfray sur l'interprétation des religions. L'interrogatoire dure plus de 3 heures sans lui soutirer plus que des soupirs d'agacement. Mais les avocats des parties civiles qui vont l'interroger aujourd'hui sont bien déterminés à montrer qu'il est un habile dissimulateur. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe. C'était le journal de... Non, nous allons parler quand même de la finale de la Coupe Davis. Vous insistez? J'insiste parce que... évidemment. Parce que je vous ai coupé la chic. Je me suis emballé. Nous jouons contre la Croatie en finale, donc à Villeneuve-d'Ascq. La France est en quête d'un 11e titre. Aujourd'hui, pour les 2 premiers simples, le capitaine Yannick Noah a choisi Jo-Wilfried Tsonga et Jérémy Chardy. C'est un pari audacieux, Nikos, figurez-vous. Christophe Lamar. S'il était joueur de poker, on dirait de Yannick Noah qu'il fait tapis, c'est-à-dire le tout pour le tout. Il faut une sacrée intuition pour oser choisir Jo-Wilfried Tsonga. Le Manceau revient de nulle part, comme un certain Henri Lecomte en 1991. 11 matchs disputés au cours d'une saison qu'il a traversée sur une jambe. La faute à une cuisse et un genou douloureux. Tsonga est revenu au forceps et à l'envie. Cette Coupe Davis l'obsède. Il n'y a que moi qui y pensais. Je me suis accroché à ça pour revenir sur les cours, pour faire les sacrifices tous les jours. Pour l'instant, je suis pas vraiment dans l'émotion. La seule chose que j'ai envie, c'est d'être sur le terrain, de rentrer dans le bras de fer et puis de pas lâcher. C'est justement pour ça que Yannick Noah l'a choisi, son mental en acier trempé. Les matchs de Coupe Davis, ça se joue à l'envie. C'est l'énergie qui est la plus forte, l'envie. Et une finale, ça se joue au mental. Donc je me projette. Comment je vois, moi, tout seul, la balle de match gagnée par qui?
Joe fait partie des joueurs français qui peuvent nous amener ça. Face à un Marin Cilic bien mieux classé que lui, Tsonga devra faire le match de l'année, voire le match de sa vie. Lille, Christophe Lamar, Europe 1. Merci David Doucan pour le journal de 8h.